Alors pour ce qui est des élections de président de chambre, ça c'est prévu à l'article 12 de notre règlement de procédure. Et c'est chaque 3 années, c'est-à-dire chaque fois que la Cour se renouvelle par moitié. Alors on procède d'abord à l'élection de président de la Cour, après à l'élection du vice-président et en dernier lieu à l'élection de président de chambre à 5. Cette élection s'est faite par voie secrète de tous les juges de la Cour, c'est-à-dire du 28 dans ce moment-ci, et tu dois avoir une majorité absolue pour y pouvoir être élu, c'est-à-dire la moitié plus un de membres, de juges de la Cour. En ce moment-ci, c'est 15 juges. Si on n'arrive pas en première votation, on répète jusqu'au moment où il y en a de voix suffisantes pour être élu. Comme il y en a 5 chambres à 5, on fait l'élection de chaque des 5 présidents de chambre en même temps. Alors, ça consiste d'abord de diriger une chambre. Vous savez que les affaires sont attribuées à une formation de jugement par la réunion générale sur la base du rapport préalable du juge rapporteur. Alors, le juge rapporteur, en fonction de l'importance de l'affaire, de l'existence de questions de droit nouvelles, propose, bien la plénière, c'est un cas exceptionnel, mais sinon la grande chambre, une chambre à 5 comme une chambre à 3. Si la réunion générale attribue l'affaire à une chambre à 5, qui est la formation, je dirais, normale de la Cour, alors c'est au président d'abord de fixer la date de l'audience pour cette affaire, après de présider l'audience et de garantir le bon déroulement de l'audience, après de contrôler que les délais sont respectés pour ce qui est des conclusions et après aussi pour la présentation du projet de motif en délibéré et de diriger le délibéré pour y avoir à la fin un arrêt qui soit correct. Aussi, dans la mesure où le président de chambre 5, nous avons toujours des réunions hebdomadaires, et s'il y a des affaires qui sont connexes, des arrêts d'une chambre qui peuvent avoir des influences dans d'autres chambres, là on peut entre nous parler avec le président et le vice-président pour qu'il n'y a pas d'arrêt divergent, je pourrais dire, d'une chambre à l'autre. Normalement, jusqu'à maintenant, je ne connais pas que ça y est arrivé, mais c'est aussi une tâche du président de chambre de garantir qu'il y a quand même une coordination et une cohérence de la jurisprudence avec les arrêts des autres chambres. Et après, les présidents de chambre participent dans la grande chambre d'une façon plus régulière que les autres membres de la Cour, parce que la grande chambre est composée toujours du président et du vice-président et des 3 présidents de chambre à 5. Comme nous sommes 5, alors on participe, je ne vais pas faire très bien les calculs, mais c'est plus que la moitié d'affaires et de la grande chambre, tandis que le reste de juges qui ne sont pas présidents de chambre à 5, seulement ils doivent participer normalement dans la moitié des affaires. Une affaire et commission contre Espagne, c'était une affaire de la 2e chambre, où on a condamné, c'est un recours à manquement, on a condamné l'Espagne parce que elle établissait de bonifications dans l'impôt sur les successions et donations, et si le héritier était domicilié en Espagne. Parce que par le biais des systèmes de communautés autonomes, c'est une compétence qui est transférée aux communautés autonomes, alors chaque communauté autonome donnait une bonification, celle qu'elle voulait, mais seulement à ceux qui résidaient dans cette communauté. À la fin, qu'est-ce qu'il arrivait? Que le héritier qui devient en Espagne, mais qui résidait en dehors, c'est-à-dire dans un autre pays de l'Union européenne,
ne pouvait pas bénéficier de ces abattements parce qu'il n'avait pas la résidence. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça c'était contraire au principe de libre circulation de capitaux, la liberté aussi d'établissement, et qu'on ne pouvait pas exiger la résidence pour avoir droit à un abattement fiscal. Alors ça a une conséquence directe. Il y a eu beaucoup de gens qui avaient payé le droit de succession sur la base de cette législation qu'on a déclarée contraire au droit de l'Union et qui ont pu demander après qu'on procède à leur rendre l'argent qu'ils avaient payé indûment. Et ça, c'est une question que peut paraître banale, mais ça démontre dans quelle mesure un arrêt de la Cour très concret peut avoir des incidences aussi très concrètes sur la vie des citoyens de l'Union. Et oui, c'est mon pays, ça peut ne pas arriver, mais je pense qu'il y a d'autres affaires qui sont analogues en matière de droit successoral, mais je trouve que quand les gens pensent à la Cour, ils disent toujours, non, ce sont les grands principes, on parle toujours de la même chose. Non, non, pas du tout. Je pense qu'il y a tout type d'affaires, il y a des affaires de grands principes, mais il y a aussi d'affaires qui sont beaucoup plus concrets et qui ont une conséquence directe dans la vie des citoyens de l'Union normale, pas des grandes entreprises, pas des pays en soi-même, mais des gouvernements, mais du citoyen.